Et bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que ça vous va si je vous présente comme le premier gilet jaune en 2018 ? Bah, c'était le cas, oui. Bah oui. C'est ça. Vous avez été le premier à appeler justement l'ensemble de ces manifestants à porter le gilet jaune. Écoutez, on se souvient de cette vidéo. On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord toute la semaine, là, enfin jusqu'au 17. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement. Et oui, le gilet jaune, c'est parti de cette vidéo, Ghislain Coutard, que vous aviez publiée. Ce mouvement du 10 septembre, c'est un mouvement, on le disait, qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. C'est véritablement ce que vous observez vous-même, Ghislain Coutard ? Bah oui, parce que ça rappelle quand même les gilets jaunes. C'est une France qui est en colère, et la France qui est en colère, les premiers, c'est les gilets jaunes qui l'ont montré, qui ont essayé, malgré tout, mais bon. Et là, je pense que c'était en sommeil, on va dire, et ça risque de repartir. Ça risque de repartir. Le profil des personnes qui échangent autour de ce 10 septembre, c'est quoi ? C'est vraiment ce qu'on avait, vous, avec les Gilets jaunes 2018-2019, vous retrouvez tout cela ? Moi, je vois cet appel justement du 10 septembre sur toutes les pages Gilets jaunes, tout ce qui était en liaison avec les Gilets jaunes. Donc je pense qu'il y a une bonne partie de Gilets jaunes dans ce futur mouvement. Vous-même, vous avez coché ou pas la date du 10 septembre ? Vous allez y participer à cette mobilisation ? Ah oui, moi je valide totalement. Il y en a marre. Le gouvernement actuel, c'est le pire qu'on ait eu, et la goutte de trop, là, on peut plus. Pourquoi on a réussi à nous faire... Ouais. Allez-y, Ghislain. On a réussi à nous faire signer des attestations. C'est le Covid qui les a sauvés à l'époque, et on a réussi à nous faire sauver des attestations pour sortir nous-mêmes. Donc je me dis que le gouvernement s'est dit on peut leur faire avaler tout, c'est pas possible. Sauf que non, ça va plus passer là. Pourquoi c'est pire que on s'occupe de tout. Ce gouvernement, François Bayrou, ce que vous dites, Ghislain Coutard, pourquoi ? Parce que ils piochent sur toujours les mêmes. Alors que y a de l'argent, il y en a partout, hein, mais il y en a jamais pour la France. On s'occupe de tous les pays sauf de la France. On s'occupe de tout le monde, mais de tout le monde sauf des Français. Vous avez l'impression qu'on tape toujours sur les mêmes, les classes moyennes ? Toujours sur les mêmes. Les classes moyennes, les richesses, elles sont vraiment mal réparties, et c'est toujours les plus riches qui s'en sortent le mieux. Donc il y en a marre au bout d'un moment. S'il y a des sacrifices à faire, on n'a qu'à avoir moins de députés, moins de tout ci, moins de tout ça. Il y en a marre. De l'argent, si on en veut, on en trouve. Ça réglerait pas, en l'occurrence, ce problème de déficit qu'on a. On n'a plus d'hôpitaux, on n'a plus rien. Non, c'est n'importe quoi. Il manque des docteurs et tout. On s'occupe de tous les pays, mais vraiment de tous les problèmes, sauf des nôtres. Vous avez le sentiment, justement, à ce niveau-là, Ghislain Coutard, que votre situation s'est dégradée au fil des années ? Mais oui, carrément. C'est la folie. On compte, on est toujours en train de compter, toujours en train de réfléchir comment faire. Non, c'est un enfer, c'est n'importe quoi. On est taxé, la ceinture. Au bout d'un moment, il n'y a plus de trous. Hein. On va pas en refaire d'autres. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de place sur la ceinture. Quand on entend parler de cet appel à bloquer tout le pays, ça veut dire quoi ? Comment vous comptez vous y prendre, vous qui allez participer à cette date du 10 septembre ? C'est un petit peu dans le flou en ce moment, mais je pense que l'idée est bonne. Si tout le monde reste chez soi, tout le monde ne dépense pas d'argent, pas de TVA, rien du tout, ça peut peut-être faire mal au porte-monnaie, vu que j'ai l'impression que c'est le porte-monnaie qui domine le monde maintenant. Enfin, c'est ça depuis toujours, mais là c'est vraiment le cas de la France. Je pense que si on tape au portefeuille encore et encore et encore, ça risque de bouger. Est-ce que le gouvernement a raison de garder un œil sur ce mouvement, sur votre mouvement ? Je pense, il vaut mieux qu'ils ne le prennent pas à la légère, parce que ça se multiplie, et puis chaque jour que le président parle, le moindre, encore hier il a encore parlé, je pense qu'il aurait dû se taire. Enfin, je sais pas. Chaque annonce faite par le gouvernement, c'est une goutte de plus. Donc il y a rien qui va, il y a rien de positif. On allume la télé, c'est tous les jours la même chose. Pas de sécurité en France, toujours des drames. Au bout d'un moment, il y en a marre, la coupe elle est pleine. Ça déborde depuis longtemps. Qu'est-ce que vous avez prévu vous-même pour le 10 septembre ? Vous allez vous mobiliser chez vous ? Vous allez monter à Paris ? Qu'est-ce qui est prévu globalement ? Qu'est-ce qui se dit sur les réseaux à ce niveau-là ? J'attends encore un petit peu plus de précision. Je suis le mouvement comme vous. En fait, je suis moi-même étonné. Cette date, c'est pas moi qui l'ai décidé. J'ai vraiment pas la main sur ce futur mouvement. J'ai été comme vous surpris et enfin surpris. Non, je l'attends depuis longtemps, parce que je me demande comment on a pu attendre autant de temps pour se bouger les fesses. Donc j'espère que la France va vraiment se bouger. Je ne sais pas. Je sais que je dépenserai pas d'argent. J'achèterai pas d'essence, je ne ferai rien.
Le mouvement du 10 septembre qui se définit, en l'occurrence, vous l'avez entendu avec les précisions de notre journaliste Théo il y a quelques instants, qui se définit comme apolitique. Du côté du gouvernement, on parle notamment d'influence de la part ou de récupération de la part de l'extrême droite. C'est ce que vous constatez, ou il y a cette nécessité pour vous de maintenir cet aspect peut-être apolitique? Je ne sais pas si c'est le cas. Ouais, moi, j'ai jamais compris pourquoi il y a toujours des récupérations. Moi, je sais que c'est apolitique à la base, hein, c'est 100% apolitique. Sauf qu'il y en a toujours qui ont quelque chose à gagner. Tout c'est comme tout. Hein. Si on se montre, si un parti se montre. À l'époque, avec votre mouvement, avec le mouvement des Gilets jaunes, il y avait des récupérations politiques. Oui, mais c'est même ça qui a un petit peu foutu le bazar, je pense. Parce qu'à la base, c'était vraiment parti d'une colère profonde des Français. Ouais. Et après, il a fallu qu'il y ait des têtes, des leaders, et ça a commencé à diviser. Et voilà, je pense que le problème, c'est que la solidarité, on l'a pendant 10 minutes derrière notre écran, et après, il y a un problème, on a besoin de suivre des leaders, et c'est ça qui a fait qu'on a peut-être un peu perdu. Vous avez vu, hein, Ghislain Couttard, on a plusieurs syndicats qui appellent à la mobilisation à la rentrée. Est-ce qu'ils sont les bienvenus ou pas dans cette mobilisation du 10 septembre? Selon vous? Plus on est mieux c'est, je pense. Oui, je pense. Il faudrait que tout le monde s'y mette. Je pense que toute la France est en colère. Vraiment, je ne sais pas comment on peut ne pas ouvrir les yeux sur le système d'aujourd'hui. Est-ce que vous acceptez que des partis politiques rejoignent ce mouvement-là, soient présents sur ce 10 septembre? Moi, j'ai plus confiance à la politique, donc ouais. Tout le monde est le bienvenu quand même. Mais bon, si c'est pour détruire encore et nous entraîner dans le fond, ça sert à rien. Il y a un autre mouvement aussi sur les réseaux sociaux qui prend de l'ampleur, c'est le mouvement C'est Nicolas qui paie, qui dénonce en l'occurrence la pression fiscale qui pèse de plus en plus sur les classes moyennes. On est dans la même veine avec cette date du 10 septembre? Ah oui, je pense qu'on est totalement pareil, ouais. On a la même vision, je pense. La même déception et la même vision. Ghislain Couttard, je le rappelais au début de cet échange avec vous, c'est vous qui avez eu l'idée en 2018 de porter un gilet jaune comme signe de ralliement. Ça a été repris par l'ensemble du mouvement. Vous allez donc ressortir le 10 septembre. Est-ce que vous pensez qu'il faut garder ce symbole de ralliement, le gilet jaune, ou est-ce que vous pensez éventuellement à un autre? Non, je pense que le gilet jaune, tant qu'il n'aura pas gagné, il aura toujours sa place. Hein. C'est rapide à sortir, tout le monde en a un. Donc non, le gilet jaune, je pense qu'on ne pourra pas faire mieux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Ghislain Couttard. Je rappelle, donc vous étiez mobilisé, donc je le disais à l'instant, sur ce mouvement des Gilets jaunes, et vous allez participer à cette mobilisation le 10 septembre prochain. Belle journée à vous, Ghislain. Dans un instant, sur Sud Radio, on reste ensemble. On va revenir sur cette annonce d'Emmanuel Macron hier soir. La France reconnaîtra l'État de Palestine. On va tout décrypter, tout comprendre avec Maya Kadra, qui est journaliste, enseignante et spécialiste du Moyen-Orient. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Un Sud Radio. 8h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 9h20. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes dans le grand matin et nous sommes ensemble jusqu'à 10h. La France reconnaîtra donc l'État de Palestine. On en parle tout de suite. Emmanuel Macron qui l'a annoncé hier soir. Un tweet posté à 21h16 précisément. Les réactions depuis sont très nombreuses à l'international comme en France, très partagées. Bonjour Maya Kadra. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, journaliste, enseignante, spécialiste du Moyen-Orient. Première question déjà, comment doit-on interpréter cette annonce d'Emmanuel Macron ? Bon, c'est une annonce qui était attendue. Déjà qu'il y avait une conférence conjointe entre la France et l'Arabie Saoudite à New York. Cette conférence a été reportée en raison de la guerre entre Israël et l'Iran. Il y en aura une autre à moindre niveau qui va se tenir avant la fin du mois. Pareil aux États-Unis, et donc il y avait déjà la dynamique diplomatique qui s'était installée. Politiquement, c'est interprété à la lumière d'une position historique de la France de reconnaître l'État palestinien, mais il y a plusieurs entraves face à cette reconnaissance. Le président parle d'un État palestinien démilitarisé, il parle de la reconnaissance de l'État d'Israël. Oui. Il y a plusieurs écueils face à cela. Il y a des conditions oui. tout de même à respecter, et pas des moindres, j'ai envie de dire, Maya Kadra.
Non, non, ce ne sont pas des moindres comme conditions. C'est des conditions très exigeantes, mais ce sont des conditions qui ne répondent pas à la réalité du terrain. Parce que quand on parle de démilitarisation, ça implique le désarmement du Hamas. Non seulement le Hamas refuse le cessez-le-feu jusqu'aujourd'hui, mais il refuse aussi d'une manière assez catégorique son désarmement. Et je ne parle pas uniquement de Gaza. Il y a des combattants du Hamas qui sont infiltrés en Cisjordanie et qui sont armés jusqu'aux dents. Et on se souvient très bien des derniers événements en Cisjordanie, de heurts entre l'armée israélienne et des éléments terroristes en Cisjordanie. Donc il y a plein de conditions qui sont réunies pour un peu dégonfler cet effet d'annonce voulu par le président français. Il y a une deuxième chose aussi, c'est la question des frontières. Quand on reconnaît un État, on reconnaît ses frontières, on reconnaît son peuple, etc. Bon, très bien, le peuple palestinien existe bel et bien. Cependant, de quelles frontières parle-t-on? Est-ce que ce sont les frontières de 1960 La Ligue arabe a toujours rappelé, Non, ça a coupé légèrement, mais on vous entend à nouveau très bien. Oui, pardon, excusez-moi. Alors, je parlais des frontières. Est-ce que ce sont les frontières comme voulues par la Ligue arabe, à savoir les frontières de 1967, qui ne sont plus réalistes aujourd'hui? Est-ce que le Hamas aussi acceptera de reconnaître l'État d'Israël? On ne parle pas d'un État où il y a une forme de cohérence entre ses composantes. On parle d'un État bicéphale. Il y a l'autorité palestinienne en Cisjordanie et il y a le Hamas qui gouverne à Gaza et qui tient même par la terreur la population civile à Gaza. Donc il y a plusieurs écueils d'ordre pragmatique sur le terrain. Ça ne veut pas dire que cette annonce du président français est mauvaise, mais elle est peut-être un peu prématurée. C'est ce que disent beaucoup, effectivement, de personnalités politiques. En France, en l'occurrence, prématuré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du vent, cette annonce, en quelque sorte? Ça apporte pas grand-chose, finalement? Ce n'est pas du vent, c'est vraiment un cap. Cette annonce qui va se concrétiser en septembre à l'Assemblée générale de l'ONU, c'est une annonce qui rejoint la reconnaissance de l'État de Palestine de 150 pays de l'ONU, membres de l'ONU à peu près. Cependant, il y a une certaine forme d'incohérence chez le président français. Celui qui, au lendemain des massacres du 7 octobre, a voulu former une coalition internationale pour combattre le Hamas, il est aujourd'hui félicité par le Hamas. Et donc, qui salue un pas positif après l'annonce hier soir d'Emmanuel Macron. C'est vrai que c'est assez fort, ça. Est-ce que c'est vraiment une victoire pour le Hamas? Tout à fait. Est-ce que c'est véritablement une victoire d'une certaine manière du Hamas, cette annonce d'Emmanuel Macron? En tout cas, le Hamas a gagné la guerre de la communication. Le Hamas, il refuse jusqu'aujourd'hui tout cessez-le-feu, tout simplement parce qu'il profite premièrement, de cet argument de génocide qui est brandi, génocide à Gaza, également un peu la bienveillance qui entoure la cause palestinienne aujourd'hui mondialement. Et donc, il fait du chantage, le chantage avec le drame humanitaire qui se passe à Gaza, le chantage aussi à la distribution de l'aide humanitaire. C'est eux qui essayent toujours de mettre leurs mains sur la question de la distribution de l'aide humanitaire. C'est ce qui entrave les négociations entre Israéliens et Hamas. On est très loin d'un cessez-le-feu. La condition, l'une des conditions posées par Emmanuel Macron. Et figurez-vous, Benjamin, qu'aujourd'hui reconnaître la Palestine par la France va encore donner une carte diplomatique très forte de négociation pour le Hamas, pour qu'il impose de plus belle ses conditions dans les négociations autour de ce cessez-le-feu. On n'oublie pas qu'il y a encore des otages qui sont détenus. Ces otages, c'était la condition pour reconnaître l'État de Palestine. Leur libération, c'était la condition. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont complètement oubliés. Il y a de la souffrance chez les Palestiniens, chez les familles des otages. Il y a un manque de sécurité dans la région du Moyen-Orient, mais aujourd'hui, ce n'est pas le fait de donner un peu je ne dirais pas un cadeau au Hamas, ni une prime au Hamas, mais donner une carte de négociation aussi forte au Hamas ne va pas apporter la paix de sitôt. Mais il faut reconnaître, il y a une urgence. Il y a une urgence aujourd'hui à Gaza. On a une famine énorme, quoi.
Exactement. Et est-ce que le fait de reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui ça va arrêter la famine? C'est un pas politique, c'est un pas diplomatique pour arrêter la famine. Il faut distribuer davantage de l'aide humanitaire. Il y a 30 000 tonnes qui sont, ou 30 millions, non, 30 000 tonnes, pardon, qui sont entrées depuis début juillet dans la bande de Gaza. Cela n'allège pas la famine, les conditions restent infiniment précaires, mais la solution, la clé de voûte vraiment de la résolution de ces problèmes, premièrement, c'est la capitulation du Hamas. Deuxièmement, c'est qu'il y ait vraiment une conférence qui ne rassemble pas uniquement la France et l'Arabie saoudite, mais qui rassemble la communauté internationale pour réfléchir autour de l'avenir de cette région. Quand on parle d'une solution à deux États, il faut évoquer la question des frontières, il faut évoquer la question de la sécurité aussi. Aujourd'hui, on a une société palestinienne qui n'est pas désarmée, et j'ajoute une chose, qui n'est même pas désarmée dans des pays où il y a des réfugiés, de camps de réfugiés implantés, comme au Liban. Les Palestiniens sont même armés au Liban. Donc aujourd'hui, il y a ce problème sécuritaire qui est complètement esquivé par cette annonce. Réunion au sommet aujourd'hui entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette réunion ? On sait très bien que le Royaume-Uni et l'Allemagne n'ont toujours pas reconnu l'État de Palestine. Oui. L'Allemagne, pour évidemment des raisons qui sont liées à son histoire. Le Royaume-Uni, pareil. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron met la pression d'une certaine manière par cette déclaration hier sur le Royaume-Uni et l'Allemagne ? En tout cas, la France, c'est un des 5 pays qui siègent au Conseil de sécurité. Donc, la parole du président français n'est pas anodine. Elle oblige même ses partenaires européens à réfléchir autour de cette question. Donc, évidemment, d'un point de vue diplomatique, il cherche à rallier le plus de pays possible. L'Espagne a déjà reconnu avant la France, d'autres pays aussi. Donc, il cherche à réfléchir autour de cette question avec les 2 partenaires européens qui n'ont toujours pas reconnu l'État de Palestine. Je ne sais pas s'il va les embarquer avec lui dans cette décision. J'ai plein de doutes. Mais en tout cas, la question de la solution à 2 États est plus que jamais posée. Dernière question, Maya Kadra. Tollé au niveau des États-Unis qui dénonce, qui critique fortement cette prise de parole, cette décision d'Emmanuel Macron. En Israël, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre, condamne fermement la reconnaissance de l'État de Palestine par la France qui encourage la terreur. Ce sont les mots de Benyamin Netanyahou. Est-ce qu'on peut envisager qu'Emmanuel Macron, avant de faire cette annonce, n'ait pas prévenu, tenu informé les États-Unis et Israël ? Les deux pays s'y attendaient. Mais l'effet de l'annonce, premièrement, le fait de le tweeter, en mettant en copie la lettre qui vient répondre à celle de Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, était très scénarisé. Ce n'est pas une annonce en septembre où la France reconnaît l'État de Palestine, c'est une annonce qui vient avant l'annonce. Donc vous voyez, il y a tout un scénario. Tout est scénarisé, c'est comme une mise en scène au théâtre. C'est une missive envoyée donc à Mahmoud Abbas où il salue ses efforts pour maintenir la paix, où il s'engage aussi à donc reconnaître l'État de Palestine, etc. Tout ça est très scénarisé et je pense que cette scénarisation fâche un peu Benyamin Netanyahou et Donald Trump. C'est vraiment cet effet d'annonce voulu par le président français. Un grand merci Maya Kadra d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, journaliste, enseignante, spécialiste du Moyen-Orient. Très bonne journée à vous et merci pour toutes ces explications, ce décryptage. On en avait besoin ce matin.